Dans la pâle lumière déclinante du soleil couchant qui illumine la Villa Savannah à Marne-la-Coquette, Letitia Halliday apparaît comme une nature morte, mélancolique, au sein du royaume qu'elle a jadis dirigé aux côtés du roi Johnny Hallyday pendant plus de 20 ans. Loin de la jeune fille aux cheveux frisés et au sourire innocent qui accompagnait le rocker séduisant d'antan, Letitia d'aujourd'hui est une femme forte et perspicace, assaillie par une tristesse indicible, une mélancolie incarnée par les chiffres, les testaments et les murmures de critiques du public français. Son écrin actuel est un luxe absolu, mais aussi une atmosphère étouffante, où chaque meuble, chaque photographie accrochée au mur, semble murmurer une absence définitive et une bataille juridique brutale qui a déchiré l'image de la famille modèle qu'elle avait patiemment construite. Le chagrin de Letitia n'était pas seulement la douleur de la mort de son mari. Il avait pris une forme étrange de malaise et un secret prêt à ressurgir des profondeurs de ses souvenirs refoulés. On la voyait souvent immobile et silencieuse près de la fenêtre, le regard fixé sur le portail de la villa où des admirateurs déposaient encore des fleurs. Ses yeux, pourtant dénués d'émotion, ne trahissaient qu'un vide glacial, suggérant qu'elle dissimulait une vérité horrible sur les derniers jours de Johnny ou un accord secret lié à l'immense fortune controversée. Une mélancolie familiale liée à la rupture irrémédiable avec David et Laura, les enfants biologiques de son mari, avait fait d'elle la femme la plus détestée de France, un fardeau psychologique que même le soutien des médias proches ne pouvait alléger. Letitia semble cacher la manière dont elle a manipulé les émotions et le pouvoir au chevet de son mari, une vérité sur une âme fragile, dissimulée derrière le masque d'une veuve dévouée. Cette mélancolie plane comme un épais brouillard sur la demeure, laissant planer le doute. Pleure-t-elle la perte de l'amour ou craint-elle l'effondrement d'un empire qu'elle a elle-même orchestré? Que cache-t-elle de son passé familial tumultueux, des aspects occultés d'un mariage fait de sacrifices, mais aussi de calculs pragmatiques? Ces dernières années, l'arrivée de nouveaux amants dans sa vie n'a apporté aucun réconfort, mais n'a fait qu'accentuer la solitude d'une femme contrainte de jouer sans cesse le rôle d'ange gardien dans une pièce dont le public commence à percer le voile. Le premier chapitre de ce dénouement dresse un portrait paradoxal de Letitia Halliday, oscillante entre adoration et mépris, où la tristesse est à la fois un moyen de communication et un fardeau de conscience qu'elle n'a jamais osé affronter seule. Elle cache un aveu, celui d'avoir perdu son identité pour devenir Madame Halliday, un prix désormais trop lourd à payer. La solitude et les fantômes du passé rôdent dans les couloirs déserts de Savannah, guettant un moment de vulnérabilité pour révéler la vérité nue derrière ce sourire angélique, devenu le symbole d'une époque de divertissement trompeur. L'amour de Letitia pour Johnny Hallyday n'a jamais été une simple idylle, mais un long périple semé de sacrifices cruels et de stratégies psychologiques sophistiquées pour survivre aux côtés d'une bête de scène. Lorsque cette jeune fille innocente de 18 ans aux cheveux frisés a fait irruption dans la vie de ce romantique de 32 ans, son aîné, le public n'y a vu qu'une étrange disparité. Pour Letitia, ce fut le début d'une douloureuse métamorphose. Elle dut renoncer à elle-même, abandonner ses rêves de jeune fille pour devenir infirmière, manager et finalement la gardienne de la vie de Johnny, rongée par l'alcoolisme et la dépression.
L'effondrement de leur mariage ne s'est pas fait au grand jour, mais discrètement, dans les couloirs des hôpitaux de Los Angeles et de Paris, où Laetitia a peu à peu compris que son amour était broyé par les pulsions autodestructrices de son mari. Elle a enduré infidélité publique, accès de rage injustifié et isolement familial pour rester la seule épouse capable de contenir la bête sauvage. Son incapacité à avoir des enfants aggrava sa détresse. Une blessure profonde qui la força à adopter Jade et Joy dans une tentative désespérée de préserver l'illusion d'une famille parfaite. À chaque fois que Johnny était confronté à la mort, Laetitia devait jouer le rôle de sauveuse. Mais derrière les images de son dévouement envers son mari se cachait un cœur brisé par une profonde solitude. Pendant des années, elle vécut tiraillée entre une dévotion sincère et des calculs pour un avenir sans lui. Sa rupture avec les enfants de son mari, issus d'un précédent mariage, David et Laura, n'était pas un hasard, mais le fruit d'une lutte d'influence et de contrôle sur un homme las de la vie. Laetitia avait tissé autour de Johnny un cercle protecteur, que beaucoup qualifiaient de douce captivité, une stratégie qui fit d'elle sa seule confidente, mais aussi le membre le plus détesté de la famille. Son amour pour Johnny mêlait dévotion religieuse et pragmatisme froid, la faisant à la fois victime et instigatrice des tragédies familiales. Après le départ de Johnny, les séquelles de leur mariage ressurgirent sous la forme de testaments modifiés à la dernière minute, d'une dette fiscale colossale et d'une rupture irrémédiable au sein de la famille. Le mariage de Laetitia était un modèle de résilience, un exemple vivant de la façon de transformer un amour meurtri en une force irrésistible. Pourtant, elle se retrouva au milieu des ruines de ses vœux, couronnée mais les pieds ensanglantés sur les débris d'une confiance et d'une honnêteté bafouées depuis 20 ans. À 50 ans, alors que les rides de l'anxiété commençaient à sillonner un visage jadis si pur, Laetitia Hallyday n'arborait plus l'air sentimental d'une veuve éplorée, mais exprimait sa douleur comme une déclaration de libération. Dans des interviews soigneusement préparées, données dans sa villa de Saint-Barth, elle n'élude plus les questions sur la solitude, ni sur le poids écrasant de l'opinion publique. À 50 ans, mon plus grand chagrin est de réaliser que j'ai passé la moitié de ma vie à vivre celle d'un autre, et que je dois maintenant apprendre à respirer par moi-même, au milieu d'une forêt d'épées et de lances de critiques, déclara-t-elle d'un ton ferme et inébranlable, dépourvue du tremblement de la jeune fille de 18 ans qu'elle avait été. À cet âge, la douleur de Laetitia prenait la forme d'une lassitude à jouer le rôle de la sainte. Elle confiait se sentir épuisée de porter l'héritage de Johnny, tout en aspirant à être aimée, à faire des erreurs et à échapper aux fantômes du passé. Elle parlait de la solitude comme d'une punition pour ses choix de pouvoir, admettant que l'absence de Johnny était à la fois une torture et une libération terrifiante. Le cas des 50 ans fut pour elle une prise de conscience tardive de sa transformation en produit médiatique, et elle commença à évoquer des souffrances indicibles liées à sa santé mentale, les traumatismes psychologiques de ces années sous l'emprise d'un mari tyrannique. Elle regrettait de ne pas avoir eu le courage de se réconcilier plus tôt avec David et Laura, mais affirmait aussi ses droits avec une détermination froide et inflexible. Sa tristesse provenait également de la prise de conscience qu'elle vieillissait aux yeux de ses nouveaux amants, qui, sans le vouloir,
la comparait au grand fantôme de American Idol. À 50 ans, Laetitia est l'image même d'une femme en pleine métamorphose. Mais chaque couche qui se détache révèle de vieilles blessures jamais cicatrisées. Elle parle de la mort et de la succession avec une nonchalance surprenante, comme si elle s'y préparait depuis longtemps. Son récit n'a plus la tonalité du salut, mais plutôt celle d'une contre-attaque psychologique pour reprendre le contrôle de son image. Elle veut que le monde voie une Laetitia indépendante, mais derrière les belles paroles se cache le profond vide d'une femme qui a troqué sa jeunesse contre la gloire et qui peine désormais à trouver le vrai sens de l'existence sans l'aura empruntée à son mari. Sa tristesse à 50 ans provient de la perspective d'un avenir où elle ne sera plus la femme de Johnny, mais simplement une femme qui doit affronter les tempêtes qu'elle a elle-même contribué à déclencher. Le parcours de Laetitia Hallyday ne s'est pas déroulé sur la scène musicale, mais plutôt comme une infiltration silencieuse au cœur du pouvoir, au sein de l'écosystème Hallyday. De jeune épouse, elle s'est muée en une stratège redoutable, contrôlant l'image et les finances de son mari. Le plus grand secret qu'elle a dissimulé pendant des années fut sa manipulation magistrale du cercle d'amis et de proches de Johnny. Elle les a habilement éliminés un à un, amis de longue date, anciens managers, pour créer un isolement total où Johnny ne dépendait que d'elle. Elle a gardé secret les accords de confidentialité aux termes précis que chaque membre du personnel devait signer, un vaste réseau de contrôle de l'information destiné à protéger l'image publique du roi, alors qu'en réalité, il était totalement privé de toute autonomie. Laetitia a également occulté ses relations avec la presse pour construire une image d'harmonie familiale, alors qu'en réalité, le manoir était le théâtre de querelles incessantes concernant le partage de l'héritage, tandis que Johnny luttait contre le cancer. Son ascension fulgurante dissimulait également le secret de ses détournements financiers vers des fiducies complexes aux États-Unis, destinées à protéger l'héritage des enfants de Johnny, issus de ses précédents mariages, une action qu'elle a toujours nié être motivée par un intérêt personnel. Elle cachait aussi ses propres problèmes de santé mentale et son besoin de contrôle, qu'elle considérait comme un moyen de gérer les angoisses d'une enfance tumultueuse. Chaque étape de sa carrière était calculée comme une partie d'échec, où elle était capable d'utiliser une subtilité féminine pour exécuter les plans les plus impitoyables. Laetitia gardait le secret qu'elle avait en réalité signé nombre de contrats importants et de décisions artistiques de son mari durant ces dernières années, alors que Johnny était trop épuisé pour s'en soucier. Sa carrière était un château de cartes bâti sur le secret et une maîtrise émotionnelle absolue, où elle jouait toujours la victime du destin tout en détenant les clés du trésor. Elle avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la gloire, mais dans la capacité à contrôler le récit du passé, et elle y parvenait parfaitement jusqu'à ce que la mort de Johnny révèle tous ses secrets les plus sombres. Le secret de Laetitia, ambitieuse et froide, qui se cache derrière une façade fragile, réside dans le véritable héritage qu'elle a patiemment construit, faisant d'elle l'une des figures les plus puissantes et les plus controversées de l'histoire du divertissement français moderne. Dans un moment d'introspection brute et sans concession, Laetitia Hallyday a fait une confession bouleversante sur la véritable nature de son amour pour Johnny,
un amour qu'elle a décrit comme une possessivité destructrice, un besoin de survie. Elle a admis que, derrière la dévotion que le monde admirait, son cœur était hanté par une peur panique d'être abandonnée comme ses précédentes épouses, et c'est cette peur qui l'a poussée à commettre ce qu'elle a appelé une cruauté nécessaire. Le plus choquant fut son aveu d'avoir délibérément séparé Johnny de David et Laura dans ces derniers instants, non par haine personnelle, mais parce qu'elle voulait être le seul visage, le seul amour qu'il voit avant de mourir. Une possessivité totale et d'extrême sur son âme. Elle a froidement confessé avoir exploité la vulnérabilité de Johnny face aux femmes pour le transformer en enfant dépendant, une forme de manipulation psychologique qu'elle a qualifiée d'amour ultime. Cette vérité a brisé l'image d'un ange gardien et a révélé une femme luttant pour s'approprier une icône nationale. Laetitia a révélé avoir vécu des décennies dans l'illusion, persuadée d'agir pour le bien de Johnny, alors qu'en réalité, c'était pour combler un vide intérieur et un complexe d'infériorité, celui d'une jeune femme sans autre talent que celui d'épouse d'une star. Cette confession a également révélé qu'elle avait jadis nourri de la haine envers Johnny, qui avait transformé sa vie en une prison de soins, et que cette haine lui procurait parfois une certaine joie, à mesure qu'il s'affaiblissait et dépendait davantage d'elle. La vérité sur le siège final qu'elle a érigé autour de son mari est une sombre réalité de pouvoir et de possessivité, où l'amour s'est mué en siège émotionnel et en enlèvement. Elle explique avoir voulu se confesser pour que l'on comprenne qu'elle n'est pas une sainte, mais un être humain corrompu par la célébrité et la peur. La confession de Laetitia est une pièce essentielle du puzzle qui explique sa détermination impitoyable dans la bataille pour l'héritage. Elle a le sentiment d'avoir payé un prix trop élevé de son âme pour maintenir ce mariage et exige désormais une juste compensation. Il s'agit d'un récit autobiographique bouleversant sur le côté sombre de l'amour, où dévotion et appropriation ne tiennent qu'à un fil, laissant le souvenir obsédant et persistant d'une femme qui a osé rompre tous les liens du sang avec son mari pour devenir la seule à se tenir sur les cendres de la gloire de Halliday. Évoquant ses relations après la mort de Johnny, de Pascal Balland à Jalil Lesper, Laetitia Halliday ne les qualifie pas de trahison, mais plutôt de nouveau mariage mental, où elle tente de retrouver la femme qu'elle était restée enfouie pendant 20 ans. Cependant, elle a livré des récits acerbes et amers sur la façon dont chaque homme entré dans sa vie a dû supporter la présence invisible mais puissante de son défunt mari. Elle confesse avoir involontairement ou intentionnellement transformé ses nouveaux amants en remplaçants ou serviteurs de l'héritage de Johnny, une triste réalité pour quiconque souhaitait l'aimer sincèrement. Laetitia décrit ce nouveau mariage comme une tentative désespérée de se sentir vivante, tout en reconnaissant qu'elle ne pourrait jamais appartenir pleinement à personne d'autre, car son âme était clouée au nom de Halliday. Elle a raconté comment elle obligeait ses nouveaux amants à vivre dans des maisons remplies de photos de Johnny, à participer aux célébrations et même à accepter la priorité absolue qu'elle accordait à ses anciennes affaires. Pour Laetitia, ses amants ultérieurs n'étaient que des palliatifs à sa solitude physique, tandis que son véritable mariage
demeurait avec le fantôme de Johnny et la fortune qu'il avait laissée. Elle reconnaissait être une femme incapable d'aimer de façon conventionnelle, car elle envisageait toujours les relations sous l'angle de la sécurité et du pouvoir. Son récit de cette période est empreint d'un pragmatisme froid. Elle avait besoin d'un homme sur lequel s'appuyer, mais ne voulait partager sa couronne avec personne. Elle parlait de ses ruptures avec ses amants comme d'un processus de purification nécessaire lorsqu'ils commencèrent à exiger une position qu'elle ne pouvait accorder à personne d'autre qu'à Johnny. À ses yeux, ce nouveau mariage était essentiellement un engagement perpétuel au rôle de veuve Halliday, une position qui lui offrait tout, mais la privait aussi du simple bonheur. Laetitia apparaît comme une femme prisonnière du mythe même qu'elle a contribué à créer, une femme qui ne pourra jamais s'échapper de la prison dorée de Marne-la-Coquette ou de Saint-Barth. Elle conclut que, peu importe le nombre de mariages ou d'amants qu'elle aura encore, elle restera à jamais l'épouse d'un fantôme, une femme qui a volontairement épousé une icône en échange d'une immortalité aux yeux du public, même si le prix à payer est une vie d'amour parsemée de tracasseries et de tromperies, envers elle-même comme envers son entourage. Le parcours de Laetitia Halliday, d'une jeune fille inconnue à l'héritière du plus grand artiste français, est un roman moderne sur l'ambition, le sacrifice et les aspects les plus sombres de l'amour. Le dénouement de son histoire ne réside pas dans l'issue des procès successoraux, mais dans sa détermination implacable à défendre son pouvoir contre les attaques de l'opinion publique et de la famille de son époux. Laetitia a mené sa vie comme une metteuse en scène magistrale, transformant la souffrance en un puissant outil médiatique pour asseoir son influence. Son histoire illustre comment une femme peut être perçue comme un démon par certains et comme une sainte par d'autres, selon qu'on y voit sa dévotion ou ses calculs. Elle nous a appris que derrière un sourire angélique se cache une volonté de faire, et derrière chaque sacrifice, un plan de domination à long terme. Le parcours, du premier chapitre empreint de mélancolie à Savannah, au chapitre final, marqué par l'affirmation d'une domination absolue, dessine un cercle parfait, celui d'une femme qui a appris à maîtriser son destin en manipulant les émotions d'autrui. Secrets de manipulation, aveux de possessivité et relations recollées forgent un portrait paradoxal de Laetitia Halliday, une femme à la fois touchante dans sa solitude et terrifiante par son pouvoir. Son héritage ne se résume pas aux souvenirs de Johnny, mais constitue une leçon de survie dans un monde de paillettes où la bonté et la cruauté sont souvent inextricablement liées. Son histoire s'achève dans un silence menaçant, où elle règne toujours sur l'empire Halliday, dominant le monde du regard de celle qui a tout conquis, sauf la paix intérieure. Elle est devenue le symbole d'une ère nouvelle, où l'image prime sur la vérité et le contrôle sur la compréhension. Alors que le rideau tombe définitivement, nous découvrons une Laetitia immortelle dans le rôle de la plus grande veuve, une femme qui a transformé sa vie en un testament d'ambition, nous rappelant que l'amour n'est parfois pas une question de partage, mais de domination, et que ce sont les secrets les plus sombres qui empêchent l'éclat d'une légende de s'estomper à jamais dans le flux incessant du temps et de la mémoire humaine. Mémoire humaine. Mémoire humaine. Mémoire